Bonjour à tous. Donc Vincent Legras, conseiller technique national à la Fédération, avec entre autres la mission nationale sur l'emploi. Donc je voudrais juste le contexte là de ce webinaire. Suite à la crise sanitaire, on a diffusé pas mal de documentation à partir du 16 mars, le temps un petit peu de centraliser les informations, de trier. Pour certains d'entre vous ont déjà peut-être reçu de la documentation. Et il a été fortement demandé par le réseau des référents emploi que je vous présenterai plus tard, la mise en place d'un webinaire. Voilà le contexte un peu de ce webinaire particulier. Donc vous avez normalement reçu une foire aux questions en amont. Sachez que si d'autres questions viennent à la fin de ce webinaire et qu'on n'est pas en capacité sur le moment d'y répondre, on s'organisera via nos réseaux internes pour mettre à jour cette foire aux questions. Je vais laisser la parole à Céline Berton, directrice des services, qui va entamer la première partie du webinaire. Donc sachez que la présentation sera au départ sur la présentation un petit peu de l'activité partielle, les différentes démarches. On parlera un peu de l'organisation du télétravail, la réorganisation possible des missions pour les différents types de salariés et des possibilités de se former. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat comme l'a dit Vincent, et bon webinaire à tous. Je laisse la parole à Céline. Bonjour à tous, donc Céline Berton, je suis directrice des services au sein de la Fédération. Ça fait 11 ans que je suis à la Fédération et j'ai notamment en charge l'ensemble de la gestion des ressources humaines. Et dans le cadre du coup de la crise sanitaire actuelle, au sein de la Fédération, nous avons dû mettre en place effectivement l'activité partielle. Donc c'est un sujet d'actualité pour tout le monde et d'autant plus au sein de la Fédération. Donc je vais vous présenter rapidement le cadre général de l'activité partielle. Donc pour certains, ça sera de l'information, pour d'autres, ça sera juste un rappel, puisque je pense que beaucoup d'entre vous se sont quand même renseignés sur ces dispositifs. Et ensuite, je vous ferai un rapide focus sur les éléments à retenir, sachant qu'ils seront surtout en lien avec l'ensemble des questions qui ont été posées par les participants de ce webinaire. Donc l'activité partielle, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est une mesure qui permet à une entreprise ou une association, bien sûr en difficulté, donc de diminuer temporairement la durée hebdomadaire de l'établissement ou de fermer temporairement. Bien sûr, cette fermeture peut être complète ou partielle. C'est vraiment un dispositif qui est assez light entre guillemets. Qui est concerné par ce dispositif? C'est l'ensemble des salariés. En fin de compte, toutes les personnes qui sont en contrat de travail peuvent bénéficier de ce dispositif. Bien sûr, ne sont pas concernés les stagiaires, les auto-entrepreneurs ou les indépendants, puisqu'ils ne sont pas sous contrat de travail. Comment se met en place cette activité partielle? C'est une mesure avant tout qui est collective. Alors, vous allez me dire, dans certains clubs qui sont concernés, il n'y a que des fois un salarié, mais malgré tout, quand on dit collectif, ça ne concerne pas une personne ou un salarié, c'est vraiment dans l'ensemble, c'est la globalité de l'activité de l'association, de la structure qui est prise en compte pour déterminer s'il y a nécessité d'être en activité partielle. Et ensuite, bien sûr, s'il y a plusieurs salariés au sein de la structure, ça sera évalué en fonction d'un service ou d'une unité. Juste au niveau des termes utilisés, aujourd'hui on entend chômage partiel, activité partielle, ou aussi chômage technique. Tous ces termes, ça signifie exactement la même chose, c'est simplement qu'aujourd'hui, au sein du Code du travail, c'est l'activité partielle qui est notifiée. Les conditions nécessaires pour avoir recours à l'activité partielle. Donc bien sûr, c'est une entreprise ou une association, donc d'où le fait effectivement d'un indépendant ou d'un auto-entrepreneur qui ne peut pas disposer qui ne peut pas bénéficier de ce dispositif. Donc c'est une réduction ou une suspension de manière temporaire, donc le terme temporaire est important, de l'activité pour différents motifs, donc qui sont bien sûr réglementés, qui sont prévus. Donc tout ce qui est en lien avec la conjoncture économique,
les difficultés d'approvisionnement, etc., tout ce qui est sinistre, intempéries, les transformations, restructuration, modernisation d'entreprise, et dans le cas qui nous concerne, tout ce qui a caractère exceptionnel, sachant que du coup l'épidémie Covid-19 a été bien sûr reconnue très rapidement caractère exceptionnel. Et donc tout cela est régi dans le cadre du Code du travail. Qu'en est-il en termes de rémunération? Donc pendant la période d'activité partielle, le salaire n'est plus versé en intégralité. Donc l'employeur doit verser au salarié une indemnité qui correspond à 70% du salaire brut. Mais ce salaire brut, c'est bien sûr ça correspond aux heures chômées. Et donc, vu qu'on est sur du brut, ça représente environ 84% du salaire net. L'indemnité, elle est versée à l'employeur et donc pour le salarié, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'il perçoit son salaire de la même manière, alors avec un taux différencié, mais en tout cas, pour lui, c'est le versement se fait par l'employeur. Les heures indemnisées pour le chômage partiel sont les heures réellement chômées et qui correspondent à la différence entre les heures travaillables dans le cadre du contrat et le nombre d'heures réellement travaillées. On fera un petit focus tout à l'heure en lien avec la modulation du temps de travail, donc qui est pas mal utilisé au sein du secteur sportif, et donc où là bien sûr il y a une particularité, mais on va dire que sur du travail administratif normal, 35 heures, hebdo, etc. C'est bien sûr sur ce temps de travail qu'on va prendre en compte les heures de travail réelles et les heures de travail chômées. L'ensemble des salariés sont concernés et donc le dispositif a bien sûr maintenant inclus tous les salariés en forfait heure ou jour, ce qui n'était pas le cas avant, puisque toutes les personnes avant en forfait ne pouvaient pas prétendre au chômage partiel. Là, c'est le cas, et sachant que la base de calcul se fera sur une journée de 7 heures ou par demi-journée de 3h30. Donc, ce qui est quand même dérogatoire, puisque effectivement, quand on est sur du forfait, en tout cas jour, il n'y a pas d'horaire de travail. Et par contre, à noter, c'est qu'une personne qui sera payée au SMIC, même si elle est en activité partielle, elle percevra la totalité de son salaire, puisque la rémunération de base étant le SMIC, il ne peut pas percevoir une rémunération en deçà du SMIC. L'indemnité horaire en période de Covid. Donc, il y a de nombreux décrets et ordonnances qui sont sortis depuis ces 3 dernières semaines, ce qui nécessite effectivement une veille assez active à ce niveau-là. L'ordonnance spécifique, celle-ci, c'est du 25 mars 2020, qui est relative à l'activité partielle et qui indique que l'État couvrira 100% des indemnités. Dans la limite de 4,5 le plafond du SMIC. 4,5 le SMIC. Aussi, autre particularité, normalement quand on fait une demande d'activité partielle, il faut d'abord effectuer la demande pour ensuite avoir la possibilité de mettre ses salariés en activité partielle. Là, il y a une rétroactivité, c'est-à-dire que face à l'affluence, bien sûr, du nombre d'employeurs d'entreprises qui ont demandé cette activité partielle, un effet rétroactif de 30 jours a été accordé, c'est-à-dire que typiquement, si vous avez commencé à mettre des salariés le 1er avril en activité partielle, vous avez jusqu'au 31 mars, enfin 30 avril, donc 30 avril pour pouvoir faire votre demande et déclarer cette activité partielle. Le taux horaire donc de l'allocation pour chaque salarié, c'est 70% de la rémunération brute et ce taux ne peut pas être inférieur à 8,03 € de l'heure, du coup, qui correspond au SMIC. C'est bien le chômage partiel, donc 70% du brut et non la totalité de la rémunération du salarié qui sera pris en charge. Donc quand on dit que l'État couvrira 100% des indemnités, c'est bien par rapport à ces 70% du brut. Qu'en est-il par rapport aux arrêts maladie, congés payés? Donc, les indemnités journalières, qui sont perçues dans le cadre d'un arrêt maladie, ne sont
pas cumulable avec une activité partielle. Donc typiquement, si vous avez actuellement un salarié qui est en activité partielle et que ce salarié passe en arrêt maladie, c'est l'arrêt maladie qui prévaudra et du coup il ne sera plus considéré en activité partielle, ce qui aujourd'hui est quand même dérogatoire à ce qui se fait d'habitude, parce que normalement c'est le premier arrêt d'activité qui est pris en compte, et là ça sera bien l'arrêt maladie, puisque en activité partielle, il faut savoir que le contrat de travail est suspendu. Donc voilà, donc dans ce cadre-là, si jamais quelqu'un est en arrêt maladie, c'est bien l'arrêt maladie qui prévaut et la personne ne sera plus en activité partielle. Sachant que, dernière précision, par rapport à ça, du coup, il y a des mesures encore qui sont précisées et un peu nouvelles par rapport à tout ça, c'est qu'il y aura plus les jours de carence qui seront, les 3 jours de carence ne seront pas maintenus dans ce cadre-là, il n'y aura plus de carence. Au niveau des congés payés, particularité aussi du fait de ce dispositif, c'est que malgré le fait que le contrat de travail soit suspendu durant la période d'activité partielle, les congés sont quand même maintenus, c'est-à-dire que ce temps qui n'est pas travaillé est malgré tout comptabilisé dans l'acquisition des congés. Par ailleurs, de manière identique, c'est aussi, même les heures chômées et indemnisées sont comptabilisées aussi dans le calcul des droits à la retraite. Donc, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une suspension du contrat de travail, mais malgré tout, le salarié maintient tous les droits du salarié sont maintenus durant cette période. Donc à noter, lorsqu'un salarié est en arrêt maladie ou en congé payé, il n'est pas en chômage partiel, donc ça ne se cumule pas. Le 1er avril, donc le Cosmos, donc la branche sport a conclu donc dans le cadre des ordonnances du 25 mars, un accord a été conclu pour la branche sport qui assouplit les modalités de fixation des congés payés pour permettre de faire face à l'activité en période de confinement. Donc ça prévoit un régime dérogatoire aux règles légales, donc en matière de tout ce qui est fixation des congés payés. Par rapport à ça, sont concernés 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés, donc jours ouvrables du lundi au samedi, jours ouvrés du lundi au vendredi, par salarié. Et ça concerne aussi bien les congés qui doivent être pris jusqu'au 31 mai, la période légale, que les congés qui sont déjà acquis et qui auraient dû être pris à partir du 1er juin. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un employeur, je vais vous préciser encore quelque chose un peu plus tard, mais en tout cas, dans ce cadre de cet accord de branche, un employeur peut fixer jusqu'à 6 jours de congés qui restent, soit des jours qui restent apposés au 31 mai, ou soit des jours qui sont apposés sur les 5 semaines qui seraient apposés à partir du 1er juin. Donc voilà, donc l'employeur a cette possibilité-là. Pareil, le délai de prévenance est réduit à 1 jour, alors que normalement le délai de prévenance normalement est en principe d'1 mois lorsqu'on modifie les dates des congés des salariés. Donc cette fois-ci, là, ça permet une réactivité puisque c'est au jour le jour que l'activité peut diminuer ou peut réaugmenter. Donc ce délai de prévenance passe à 1 jour pour modifier le planning d'un salarié. La période d'application par rapport à cet avenant, donc c'est un avenant à la convention collective du sport, elle s'applique du 23 mars 2020 au 31 août 2020. Par rapport à ça, il y a tout ce qui est aussi en matière de fractionnement, où là, il y a de nouveau des mesures particulières, et du coup, l'accord du salarié ne doit plus être recueilli dans le cadre de ce fractionnement-là, chose qui doit être faite en temps normal. Idem, il y a toujours normalement on fixe des dates de congés payés identiques entre conjoints, donc là, cette obligation-là est levée jusqu'à fin août, dans le cadre de cet accord de branche. Et enfin, du coup, bien sûr, pour toutes ces dispositions, il faudra en informer par écrit, de quelque manière que ce soit, le salarié du nombre de jours concernés et des dates qui seront décidées par l'employeur.
Donc important, ce qu'il faut noter, c'est que cet accord de branche qui vient d'être signé le 1er avril est immédiatement applicable pour les adhérents du Cosmos. Donc la fédération est adhérente du Cosmos. Par contre, pour les structures qui ne seraient pas adhérentes du Cosmos, il faut attendre qu'il y ait l'extension de cet avenant au sein de la convention collective. Donc pour rappel, la fédération prend en charge l'adhésion des comités, ligues et clubs auprès du Cosmos. Il suffit juste de remplir un bulletin d'inscription auprès du Cosmos. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, sachez que vous avez toujours la possibilité de le faire et que de cette manière, vous aurez aussi un accès direct sur une plateforme d'information juridique et avec des juristes spécialistes en droit social. Donc vous avez tout intérêt, en tout cas pour les personnes qui le souhaitent, à ce que votre structure soit adhérente du Cosmos. En termes de démarche administrative, on a eu aussi pas mal de petites questions sur comment ça fonctionne. Sachant que leur site, le site bien sûr du ministère est complètement saturé vu le nombre de démarches qui a dû être effectuées. Deux possibilités. Donc ça, c'est la page d'accueil. Donc c'est soit ma première connexion et je crée mon espace, ou soit j'ai déjà des identifiants. Pour la première étape, c'est créer son espace. Donc la première chose, on vous demande uniquement vos coordonnées et ensuite vous allez recevoir 3 courriels. Donc je sais qu'en tout cas, il y a des employeurs pour l'instant qui sont toujours en attente de ces informations-là. Donc un premier mail vous donnera votre identifiant, un second votre mot de passe, et ensuite on vous informera de la création de votre habilitation où là vous pourrez ensuite rentrer les informations concernant votre demande d'activité partielle. Deuxième possibilité, vous avez déjà un compte utilisateur sur un de leurs extranets, donc service civique, SILAE et entreprise adaptée. Et donc à ce moment-là, il vous suffit de vous connecter avec ces identifiants-là. Typiquement, pour la fédération, nous, c'est ce qu'on a fait. Depuis, on est bloqué parce qu'ils ont des soucis sur leur site, mais en tout cas, on n'a pas eu besoin de créer un compte puisqu'on avait déjà d'autres identifiants. Pour aller sur son espace, une fois qu'on a enfin ces codes et qu'on peut rentrer les informations, donc différentes informations à rentrer, un RIB, le nombre de salariés en équivalent temps plein, la période de chômage partiel, sachant qu'il a été recommandé de demander du 16 mars au 30 juin, puisque voilà, c'est les recommandations qui ont été faites, de préciser que c'est une situation exceptionnelle et de cocher la case coronavirus. Donc là, tout est prévu, hein, donc c'est assez rapide à faire. Et donc d'indiquer le nombre d'heures globales. Donc typiquement pour la fédération, nous la demande qui a été faite, c'est du 16 mars au 30 juin. Nous avons 31 salariés, ça représentait 15 semaines. Donc 15 semaines fois 31 salariés, alors en équivalent temps plein on devait être 30, multiplié par 35 heures, on a dû être à 15 750 heures de déclarés, sachant que bien sûr nous ne serons pas sur cette quantité-là d'heures chômées, mais mieux vaut demander plus que pas assez, c'est le renseignement qu'on avait eu auprès de la directe. Donc une fois les informations précitées renseignées, le délai de réponse de votre demande se fait dans les 48 heures. À l'origine, le délai est de 15 jours, donc là il était raccourci pour permettre à tout le monde plus de souplesse, parce que sinon il fallait attendre le délai pour pouvoir mettre en activité partielle des salariés. Sans réponse, le dossier est considéré comme accepté. Et donc la démarche à faire, c'est tous les mois aller renseigner le nombre d'heures chômées individuellement pour les salariés concernés. Et il s'agit bien d'heures réelles du mois et du calcul se fait sur la base de 35 heures pour un temps complet et de la durée hebdomadaire du contrat. Donc, ce qu'il faut retenir, principalement par rapport notamment aux questions qui ont été posées, donc en ce qui concerne le taux d'activité, bon déjà sur l'activité partielle, il faut bien se rappeler que c'est une mesure collective. Le taux d'activité peut varier de 0 à 100%, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit qu'on met un salarié en chômage partiel qu'il ne travaille pas, donc il faut déterminer son taux d'activité. Sachant que ce taux d'activité peut varier d'un jour ou l'autre, il y a 15 jours francs pour pouvoir faire évoluer ce taux. Et c'est bien l'employeur qui détermine ce taux. Bien sûr, vous pouvez faire un point avec le salarié, mais
bien entendu, pour savoir ce qu'il a à faire, mais malgré tout, à l'initiative, c'est l'employeur. En termes d'indemnisation, donc l'indemnisation, elle est versée à l'employeur. Le délai, donc ça c'est aussi des questions qui nous ont été posées, le délai de remboursement, il se fait sous 12 jours une fois le dépôt en ligne mensuel effectué, donc faut bien penser à le faire mensuellement. Il n'y a pas de date limite pour le faire, hein, mais bon, plus tôt ça sera fait et plus tôt vous serez remboursé. C'est égal à minimum 70% du salaire brut et environ 94%. Ça, c'est l'indemnisation. Par contre, sachez que l'employeur a la possibilité, par un accord d'entreprise ou une décision unilatérale, de verser un complément de salaire en plus de l'indemnité activité partielle. Et que dans ce cadre-là, le complément sera exonéré de cotisations sociales et de taxes sur les salaires, mais par contre, il sera soumis à l'impôt sur le revenu et à la CSG, CRDS, et aussi, donc là, c'est une information qu'on a eue très tardivement, nous, par rapport à l'édition des payes qu'on a fait fin mars, c'est aussi aux cotisations de prévoyance. Donc voilà, donc ce qui veut dire il y a quand même une possibilité pour l'employeur de maintenir 100% du salaire. Bien sûr, ça sera à sa charge, mais par contre, c'est exonéré de certaines charges cotisations sociales. Un petit focus sur la modulation du temps de travail. Donc là, dans le questionnaire, enfin en tout cas la petite foire aux questions que vous avez reçue, il y a plusieurs questions qui faisaient notamment mention de cette problématique. Nous sommes en attente d'une réponse auprès de la directe qu'on a consultée à ce niveau-là, puisque bon, on peut lire diverses choses. Donc on va partir sur un exemple en fin de compte, quelqu'un qui ne travaille que 20 heures par semaine au lieu de sur une semaine 1 de 33 heures et sur une semaine 2 de 42 heures. Le nombre d'heures à indemniser pour la semaine 1, ça sera 33 moins 20, donc ça sera 13 heures, et non pas, on va pas partir sur une base de 35 heures, puisque cette semaine-là, elle aurait dû être de 33, donc on ne monte pas jusqu'à 35, donc c'est bien 13 heures qui seront indemnisées et pas 15. Et par contre, sur la période haute, on va pas partir de 42 heures, on partira de 35 heures moins les 20 heures, donc c'est 15 heures d'indemnisées. Et du coup, il y a 7 heures chômées au-dessus des 35 heures qui sont considérées comme chômées, mais n'ouvrant pas légalement droit à l'indemnisation. Ce qui fait que ça fait un total d'heures indemnisées de 28 heures et non pas de 35 heures, puisque les 7 heures chômées au-dessus n'ouvrent pas droit à indemnisation. Donc voilà, donc ça vous l'avez dans les réponses au questionnaire et je ne sais pas si ça nécessitera plus de précision. En tout cas, nous on attend aussi une réponse de la directe. J'étais trop vite. Sur les congés payés, donc petit rappel, tout à l'heure ce que je vous ai présenté par rapport aujourd'hui à l'accord de branche, donc aujourd'hui, le Cosmos a signé un accord de branche. Si vous êtes adhérent, c'est immédiatement, en tout cas, applicable au sein de votre structure. Si vous n'êtes pas adhérent, ça peut être aussi fait au travers d'un accord d'entreprise. Par contre, ça ne peut pas être une décision unilatérale de l'employeur. Donc, ça concerne 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés. Les mesures sont applicables sur les congés acquis, donc à prendre avant fin mai ou en cours d'acquisition, à prendre à partir du 1er juin. Mais par contre, ils doivent être déjà acquis. Et autres mesures, bien sûr, donc tout à l'heure, je vous ai fait part de tout ce qui est délai de prévenance, fractionnement et en rapport avec le conjoint aussi sur la période. Et enfin, au niveau de la démarche, donc ici, le lien pour aller directement sur le site. Se rappeler que c'est un délai de 2 jours une fois que vous avez effectué votre demande d'activité partielle. Le motif de circonstances exceptionnelles, délai de 30 jours accordé pour déposer sa demande, donc avec un effet rétroactif. Et enfin, ne pas oublier de faire une déclaration mensuelle des heures chômées pour pouvoir prétendre au remboursement de l'indemnité de l'activité partielle. Voilà concernant ma partie. Je te passe la main, Vincent.
Le micro de Vincent n'est pas activé. Oui, là c'est bon, on Ouais, m'entend. c'est bon. Ouais, c'est bon, merci. Merci du détail, Vincent. Alors, je reviens. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions hein, pour ceux qui le souhaitent, soit sur la partie de Céline, on y reviendra à la fin. Donc moi, je voulais vous présenter plus sur la partie un petit peu opérationnelle du moment, en lien un petit peu avec la situation chez nous. Donc juste vous rappeler un petit peu le réseau des référents emploi là, et des professionnels au sein des régions. Donc, ce sont donc l'ensemble des salariés et donc des professionnels au sein de chaque ligue, donc on a des directeurs, des agents de développement, des coordonnateurs qui sont en charge de l'emploi. Donc n'hésitez pas à les contacter sur vos territoires respectifs pour avoir de l'information, sachant qu'on partage entre nous de nombreuses documentations, les mises à jour et un peu on se tient au courant de ce qui se passe tout autour de cette crise en lien avec l'emploi. Alors, sur la notion de télétravail, comme aujourd'hui on est en confinement et l'activité s'arrête, donc je vous ai remis là les principales choses à savoir que donc la possibilité pour l'employeur de mettre ses salariés en télétravail sur des circonstances exceptionnelles, comme en fait partie l'épidémie. Alors, ce qu'il faut par contre, c'est de préciser les modalités du télétravail. Donc, tout dépendra bien sûr hein, du contrat du salarié, s'il est en forfait ou sur une modulation annuelle. Donc, savoir avoir des modalités de contrôle du temps, de régulation de la charge de travail, d'arriver à déterminer des plages horaires, des plages de contact. Le télétravail, hein, il faut garder à l'esprit qu'il doit être régulé. Et donc de pouvoir assurer un suivi avec le salarié, comme ça doit être fait normalement, donc par email, visioconférence, téléphone, et de continuer un point d'étape de chaque tâche, chaque semaine. Donc c'est aussi pour ces modalités, au-delà du contrôle, doivent permettre aussi que le salarié respecte bien ses temps de pause et ses repos. Alors, quelques outils, la liste elle n'est pas du tout exhaustive, qui sont utilisés aujourd'hui en télétravail. Donc, vous avez donc les solutions pour tout ce qui va être réunion, visioconférence comme Skype, Zoom, Jitsi. Vous avez les conférences téléphoniques proposées gratuitement par OVH. Et puis, vous avez tous les outils pour les travaux collaboratifs et le suivi sur des documents partagés. Donc Google Doc, ceux qui ont des suites Office 365 avec OneDrive, SharePoint, au sein de leurs associations peuvent mobiliser ces outils. Alors là, on va faire un petit peu le point sur les différentes missions et l'impact aujourd'hui de la crise sur les typologies d'emploi. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, l'ensemble des activités sportives, les regroupements, les manifestations, les tournois, les formations sont stoppés. Donc il peut y avoir une réorganisation des missions. Alors j'insiste beaucoup en fonction bien sûr du contrat, de la fiche de poste initiale et bien entendu des compétences des salariés. Donc pour les salariés qui sont plutôt orientés sur la notion d'encadrement, entraîneur, éducateur dans un club ou un comité, vous avez la possibilité de profiter de cette période pour travailler donc à distance sur le projet associatif de la structure, réévaluer un petit peu ce qui est fait, se reposer les questions sur les besoins, envisager des évolutions, préparer des propositions pour les élus. On peut bien entendu anticiper, travailler sur ce qui est prévu cet été, hein, sous couvert de comment se finira entre guillemets cette crise. Donc préparer éventuellement les stages estivaux, anticiper bien sûr la saison prochaine. Monter donc toute action pouvant s'organiser à distance, des notions de formation, des informations, lancer des groupes de travail. Vous avez la possibilité de travailler bien sûr sur de la communication interne, externe, via les réseaux sociaux, un bulletin d'info de l'association avec ce qui se passe aujourd'hui. La campagne, par exemple, l'ANS qui a démarré, donc travaille sur les partenariats institutionnels. Vous avez peut-être le FDVA aussi qui est encore en cours dans certaines de vos régions, travailler sur les partenariats privés. Et puis, vous avez sûrement dû voir passer l'ensemble des choses à mettre en place pour maintenir un peu le lien avec les licenciés,
de l'activité sportive, il y a des jeux, des partages, des concours, pour garder un petit peu l'intérêt de la pratique. Donc ça, c'est bien sûr votre employeur qui décide du taux d'activité partielle en fonction de vos missions possibles et donc par rapport à votre fiche de poste et les besoins de l'instance. Pour les profils sur des ligues comités d'agents de développement ou de conseillers techniques, on a donc bien sûr encore le projet de développement de la structure, travailler sur le diagnostic, les objectifs, le plan d'action, les évaluations, l'articulation en ce moment de ce qui s'y fait via les dossiers de subvention, donc toujours sur l'ANS, envisager de faire des propositions aux élus, de travailler en accompagnement à distance des licenciés et des structures. Donc toujours pareil sur la campagne ANS, sur l'ensemble des projets de tout type, des projets d'emploi. Comme les salariés typologie de club, toute action pouvant s'organiser à distance. Donc formation, groupe de travail, arriver à mobiliser un petit peu quand même les interlocuteurs. Tout ce qui va être sur la communication, partenariat institutionnel et anticiper, préparer la saison à venir, le calendrier sportif, se projeter un petit peu sur l'Olympiade. Voilà, c'est du temps qui peut être exploité dans cette période-là. Et vous avez donc les profils administratifs, ligue, comité, club, qui ont peut-être de la mise à jour, des retards à rattraper en interne, de la comptabilité, des comptes rendus, toutes sortes de formalisations et qui peuvent être des soutiens administratifs auprès des collègues si besoin. Donc ça, on tenait à vous faire passer ce message de ne pas forcément mettre à 100% en chômage partiel un salarié, surtout qu'on a vu là dans la foire aux questions des questions sur le salarié fait quand même des programmes. Voilà, il faut quand même être honnête sur la déclaration et voir avec le salarié s'il est nécessaire de garder une certaine activité. On peut également profiter de cette période pour se former de manière générale, donc via toutes là c'est des listes, des exemples bien sûr, sur la mise à jour de ses connaissances, il y a les documents fédéraux, vous avez là les liens des différents documents qui ont été élaborés, plutôt autour de la performance. Vous avez le canal sport de la fédération, le canal vidéo, où vous retrouverez des situations, les différents cliniques, les autres webinaires. Vous avez par exemple la chaîne YouTube du secteur des équipes de France jeunes, avec aussi beaucoup de partage. Vous avez de profiter de ce temps aussi pour de vous informer, développer les compétences à distance pour les salariés, lecture de documents, de guides. Il y a beaucoup de tutos, de vidéos qui circulent, beaucoup de webinaires et bien sûr la possibilité de participer à des formations à distance. Donc ça peut être en lien directement avec l'activité, mais aussi avec des choses transversales, comme la méthodologie de projet, le management. Vous avez des webinaires sur la communication qui sont bien sûr dans les compétences transversales des professionnels du territoire. Quelques exemples que je vous donne aussi en lien. Et alors, il y a une mesure qui est sortie à ce niveau, qui est effective depuis le 28 mars, c'est que l'État prend en charge 100% des coûts pédagogiques des formations de salariés qui sont en situation d'activité partielle. Donc ça, c'est une information à creuser. Donc, si des formations sont intéressantes et sont payantes, donc des véritables formations à distance, il est possible d'y participer dans le cadre de l'activité partielle et de se faire rembourser les frais pédagogiques par la suite. Donc voilà sur ma présentation. N'hésitez pas là si vous avez des questions. Vincent peut-être refaire le point sur ce qui s'est passé dans le chat et puis on essaiera d'y répondre avec Céline, soit là en direct, soit on reviendra vers vous pour mettre à jour la foire aux questions. Ok, oui, on a quelques questions qui sont arrivées. Donc sur la première partie de présentation, Céline, est-ce que tu en as pris connaissance ou sinon je les relis. Certaines ont eu quelques réponses. La première, une question de Philippe. Délai d'1 mois pour faire une demande, mais le chômage partiel a débuté le 16 mars. Aura-t-on les accès avant le 16 avril pour faire les demandes?
Alors là, si je comprends bien la question, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à obtenir ses accès. Donc effectivement, il y a beaucoup de soucis aujourd'hui sur ces codes d'accès. Est-ce que l'activité partielle a vraiment commencé le 16 mars pour cette personne, ou en tout cas pour la structure, puisque nous, typiquement, à la fédération, j'ai fait une demande depuis le 16, mais ça a commencé un petit peu après. Donc, il faut savoir déjà la date réelle du début de l'activité partielle. Est-ce que c'est vraiment le 16? Ensuite, il y a si c'est le 16, il y aurait jusqu'au 16 avril pour faire la demande, puisque c'est rétroactif d'un mois. Du coup, là, ça demande effectivement, je ne sais pas si la personne est en train de répondre actuellement ou pas, non? Oui, il dit que les gymnases sont fermés depuis le 14 mars, donc en gros, ils sont en activité partielle depuis le 16. D'accord. De manière Donc, il n'arrive effective. pas à obtenir ses codes, c'est ça. Alors, je répondrai peut-être ultérieurement, parce que moi, a priori, j'ai quelqu'un qui vient de réussir en tout cas, me redonner des accès. J'y avais plus accès depuis 10 jours, donc je verrai quelle manip a été faite pour voir si ça peut être reproduit. Mais là, a priori, oui, on a un mois pour faire la demande a posteriori. Maintenant, avec les problématiques qu'ils ont actuellement, ils vont peut-être reporter un petit peu, ils seront peut-être un peu plus indulgents. Donc, une idée. Deuxième question d'un autre Philippe. Déclaration tous les 15 jours sur le même site. Je n'ai pu faire mes demandes qu'au mois. Une pour le mois de mars et une pour le mois d'avril. Alors là, j'ai pas compris les demandes de quoi C'est sur la déclaration du nombre de... si je comprends bien, c'est en lien avec le nombre de jours réellement travaillés par rapport au prévisionnel. Est-ce que c'est ça? Alors attends, j'ai une réponse dans le chat. Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui pose une autre question. Donc je pense que c'est en lien avec ça. Sinon, Philippe, merci de reposer la question. On y répondra juste après. Si c'est ça. Oui, exact, c'est ça. Donc c'est en lien entre le prévisionnel et ce qui s'est réellement passé. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a pu faire que. De toute façon, c'est une déclaration mensuelle qui se fait à l'issue du mois écoulé. Mais là, je comprends pas. Ça veut dire que la demande n'a pas été effectuée, par exemple, du 16 mars au 30 juin. C'est bien ça? La demande a été effectuée que du 16 mars au 31 mars, puis après du 1er avril au 30 avril? Ah non, la question c'est est-ce qu'il repose la déclaration sur ce qui a été fait sur le même site? Entre le prévisionnel et le réalisé, est-ce que ça se fait au même endroit? Ah oui, de toute façon, oui, c'est au même endroit, c'est sur le même lien, effectivement, pour faire sa déclaration, c'est au même endroit. Voilà, donc je pense que là c'est... Ouais, c'est ça. Et c'était la réponse est satisfaisante. Alors j'enchaîne parce que je récupère les nouvelles questions en même temps que donc je remonte dans la file. Une question de Nathalie. Si le salarié est au SMIC, on touche 100% d'indemnisation ou quand même que 70%? Donc on touche bien 100% d'indemnisation. Ok, question d'Eric, j'ai déjà répondu sur la présentation qui vous sera envoyée à l'issue du webinaire. Une question de Sophie, nous avons décidé de verser la totalité du salaire, avons-nous des aides? Les aides, c'est l'exonération des cotisations sociales et taxes sur les salaires. Ok, étant de l'Oise, une question de Nathalie à nouveau, nous avons commencé le confinement avant le reste de la France et donc dès le 9 mars, nous avions fait une demande de travail partiel jusqu'au 15 avril. Doit-on faire une nouvelle demande ou est-il possible de faire un prolongement pour après le 15 avril? Donc a priori, il y aurait possibilité de prolonger la demande. Il faudrait peut-être juste se renseigner auprès de la directe si, pour prolonger la demande, il faut attendre d'arriver au terme de la première demande. Mais il y a possibilité de prolonger. Il faut juste se renseigner auprès de la directe, savoir s'il faut attendre le terme pour pouvoir reformuler la demande, puisqu'il y a déjà une demande en cours qui va jusqu'au 5 avril. Question suivante. Quand le salarié est en contrat de professionnalisation avec 15 heures de formation et 20 heures en structure, comment se passe le travail partiel?
Alors, je vous donne le cas actuel d'un contrat de professionnalisation au sein de la fédération. Comment ça se passe? C'est que la formation à distance a été possible, donc a été mise en place. Donc, sur ces 2 jours de formation qu'il a au sein du CFA, il peut les suivre à distance. Donc, dans ce cadre-là, son contrat de travail est maintenu. Par contre, sur les 3 jours qu'il faisait à la fédération, c'est une personne qui n'est pas en capacité de faire du télétravail. Donc, dans ce cadre-là, il est mis en activité partielle. Donc, nous, typiquement, sur cette personne-là, il y a une partie en activité partielle qui concerne quand il était au sein de la fédération. Et par contre, étant donné que son CFA a mis en place de la formation à distance, on a pu maintenir cette formation à distance. Donc, je ne sais pas si ça permet de répondre à cette question. On va attendre de savoir si ça convient. Donc, je poursuis en saisissant les nouvelles questions. Est-il possible d'avoir le guide méthodologique pour l'élaboration des fiches de paie mis dans le FAQ? Alors oui, il y a eu une erreur d'envoi, donc ça sera envoyé, et on en profitera aussi pour vous envoyer un document du CNEA sur élaborer la fiche de paye dans l'activité partielle dans le domaine du sport. Donc, comme ça, vous aurez 2 guides à ce niveau pour pouvoir répondre à vos questions. Donc je poursuis. Nous avons un salarié sous convention GE-ASA pour 4 mois qui, d'après les informations transmises, devrait être également soumis à la mise en activité partielle. Dans un même secteur qui compte 2 salariés, peut-on mettre un salarié en activité partielle et pas l'autre? Alors donc oui, l'activité partielle doit être envisagée de manière collective. Maintenant, typiquement, si vous avez un salarié qui est que sur du sportif et qui va être entraîneur, bien sûr, là, l'activité étant arrêtée, ne peut pas travailler. Vous avez une personne qui est administratif et lui va être en capacité de travailler via le télétravail. À ce moment-là, il y a tout à fait la possibilité de mettre une personne en activité partielle totale ou d'un certain pourcentage et l'autre personne de conserver une activité normale ou pareil diminuée. Ok, merci. Concernant l'annonce du gouvernement, entre parenthèses, prise en charge des coûts pédagogiques de la formation des salariés en activité partielle, concerne-t-elle uniquement des formations en cours ou déjà engagées? Alors là-dessus, non, ça concerne également donc des nouvelles formations qui sont qui peuvent être sollicitées dès maintenant. Donc c'est justement en fait cette mesure a été mise en place là par le gouvernement. L'objectif là du ministère du Travail, c'est de ne faire supporter aucun surcoût à l'entreprise ou l'association, tout en faisant monter en compétence les salariés pour préparer la reprise et maintenir leur niveau. Donc c'est bien entendu dans le cadre un peu de ce confinement prolongé que cette mesure a été mise en place. Une remarque de Philippe. Il semble que la prime de pouvoir d'achat est réactivée et est plus accessible sans notion d'intéressement comme annoncé en janvier. Oui, tout à fait, ça a été confirmé. Donc la prime du pouvoir d'achat, effectivement, est assouplie et donc avec de nouvelles modalités qui peuvent être mises en place au sein d'une structure, sachant que si j'ai bien noté, en fin de compte, normalement la prime du pouvoir d'achat s'applique à l'ensemble des salariés, alors que là, elle peut être aussi individualisée en fonction de si vous avez quelqu'un qui a été en activité partielle et du coup qui n'a pas travaillé dans ce cadre-là, alors que quelqu'un d'autre a travaillé durant toute cette période-là, ça peut être aussi une prime qui peut être versée dans ce cadre-là, donc différenciée. Faudrait juste vérifier, mais je l'ai lu, donc je pense que c'est le cas, alors que normalement une prime elle est accordée à l'ensemble des salariés, alors que là ça peut être différencié au vu de cette période très particulière. Et du coup les conditions effectivement qui sont assez cadrées normalement par rapport à l'obtention de cette prime sont allégées. Merci. Une question de Jean-Christophe. Dans la déclaration de demande d'indemnisation, que doit-on indiquer au niveau NIR, NTT? Alors, il y a des réponses dans le chat aussi. A priori, le numéro de sécurité sociale.
Est-ce que tu confirmes, Céline? Bon, j'allais dire Joker, donc j'ai pas encore rempli parce que pour l'instant je n'ai pas cet accès-là. Mon accès est bloqué pour la fédération, donc j'ai pas pu y aller. Mais Annière, oui, j'imagine qu'il y a un moment donné, c'est les informations concernant le salarié, puisque c'est individuellement qu'il faut remplir le nombre d'heures chômées. Donc très certainement qu'il doit falloir remplir à un moment ou à un autre le numéro de sécu de la personne concernée. Ouais, apparemment, il y a plusieurs participants qui confirment que c'est bien le numéro de sécu, hein. Il y a au moins Ce qui trois semble personnes logique pour pouvoir identifier le salarié en fin de compte. Euh, Juste Vincent, il y a eu une question d'Elodie, je ne sais pas si elle a été traitée, Elodie, un peu plus haut, sur un salarié était à mi-temps, un cas particulier, un mi-temps thérapeutique. Alors, Non, je l'ai pas vu sur le passer, mi-temps celle-là. thérapeutique, je sais pas, alors j'ai vu vite fait, mais je sais pas si la réponse qui est apportée dans la foire aux questions permet de répondre à cette question particulière. Je lis le cas pratique qu'on a répondu. Un salarié en mi-temps thérapeutique, il travaille tous les matins et rentre chez lui tous les jours de 2 à 12h30 en raison de son mi-temps thérapeutique. Dans ce cas, le matin, le salarié est considéré comme en mi-temps thérapeutique et l'après-midi sera en chômage partiel. Donc, c'est deux statuts différents, en fin de compte, mi-temps thérapeutique et chômage partiel. Et on peut pas cumuler les deux. Donc là, salarié, faut que je regarde la question, mais sinon, on y répondra plus précisément, parce que c'est un peu plus technique. Ouais. Alors, une question de Sophie. Y a-t-il un site répertoriant les formations possibles? Alors, peut-être plus pour Vincent. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de comment de site qui référence. Enfin, on n'a pas de données à ce niveau. On a participé à un webinaire en début de semaine sur cette notion de formation prise en charge à 100% à distance. Donc moi, je peux vous envoyer là le support, sachant que ce sont souvent des organismes qui font la promotion de leur formation. Donc, typiquement, là, j'ai un organisme de formation digitale qui propose des formations sur la gestion du temps, gestion de projet, la confiance en soi, tout ce genre de choses. Donc après, là-dessus, on n'a pas encore centralisé un petit peu les infos. Donc je pense qu'on peut éventuellement travailler sur un catalogue orienté sport, association, et peut-être transmettre aux employeurs ce qui existe en ligne. Alors, Vincent, je viens de prendre le temps de lire du coup la question d'Élodie. Donc, en fin de compte, si je comprends bien la question, c'est de savoir la personne qui est du coup en mi-temps thérapeutique a un contrat de travail donc de 15 heures au sein de la structure. Et donc, il y a tout à fait possibilité pour ces 15 heures-là, de passer la personne en activité partielle, que ça soit 1 heure à 15 heures. Donc, il y a la possibilité de la passer en totalité en activité partielle sur ces 15 heures-là. Et dans ce cadre-là, les heures chômées correspondront à son temps de travail. Merci pour ces précisions. Une question pour Vincent. Les demandes de PEF seront-elles instruites en temps prévu par la fédération? Alors, on n'est pas forcément sur la thématique, mais il y a eu un petit décalage à ce niveau. C'était prévu de passer sur le bureau fédéral du 4 avril et les décisions seront prises normalement sur le bureau fédéral de ce samedi, du 11 avril. Donc, une communication suivra derrière à ce niveau. Ok, merci. Une question d'Antoine. Que se passe-t-il si un salarié est en chômage partiel et réquisitionné par la réserve sanitaire pour aider les soignants en tant que personnel médical? Joker. Joker, c'est du bénévolat. Merci d'avoir posé la question, Antoine. Je n'attendais pas moins de ta part. Donc j'imagine que ça concerne Antoine à titre personnel, puisque c'est Question un de indicateur. Claire, Vincent. Claire, bonjour. Nous avons payé nos employés pour le mois de mars complet, même s'il y a eu un arrêt de l'activité à partir de mi-mars. Peut-on quand même demander l'indemnisation rétroactive pour mars? Oui, ça pourrait être normalement oui, ça peut être fait si la demande d'activité partielle a été faite. Il faut savoir à partir de quand la demande d'activité partielle a été faite, sur quelle durée en fin de compte. Ok. Puisqu'il y a la possibilité de déclarer rétroactivement. Alors là, oui, mais les personnes, non. Attends, je vois pas la question en fin de compte. C'est la dernière question de Claire.
Ah, ok. Euh, c'est bon, tu l'as sous les yeux? Ouais, employé pour le mois de mars à temps complet. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait possible de faire une rétroactivité. Il y a jusqu'à 30 jours de rétroactivité, donc il faut faire tout de suite la demande. Claire précise que la demande n'a pas encore été faite. Donc là, si c'est à partir du 16 mars, il y a un mois pour la faire. Étant donné les délais d'obtention des codes, faut faire la demande tout de suite sur le site. Ok, merci Céline. Il n'y a plus d'autres questions qui arrivent. Est-ce que on a encore quelques minutes pour répondre à deux, trois questions si besoin. Un commentaire en revanche de Philippe. Attention, l'activité partielle doit apparaître sur les bulletins de salaire. Il faudra actualiser. Alors, je confirme qu'effectivement, il faut que ça soit sur les bulletins de salaire. Concernant la fédération, typiquement, nous sommes dans l'attente de la mise à jour via notre éditeur de logiciels de paye. Donc, les éditeurs ont un peu de retard aussi de ce côté-là, mais effectivement, ça doit bien être mentionné sur les bulletins de paye. Une autre question d'Audrey. Bonjour. Est-ce que la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat peut être versée en 2 fois? Vu qu'elle est exonérée de charges jusqu'au 30 juin 2020, peut-elle être vue comme complément de salaire? Alors nous, on n'a jamais mis ce dispositif au sein de la fédération sur la prime du pouvoir d'achat. J'aurais tendance à penser qu'elle ne peut être versée qu'en une fois, mais ça c'est plus mon avis, mais faudrait qu'on regarde plus précisément par rapport à ça. Ok, merci. Alors une question supplémentaire. Abordez-vous le sujet de la prime de chiffre d'affaires qui pourrait intéresser certaines personnes? Je sais pas ce que c'est le sujet de la prime du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est l'aide qui est accordée Non, je sais pas. Tu vois ce que c'est, Vincent? Là, ça me dit rien du tout. La prime de chiffre d'affaires. Parce qu'il y a une aide qui a été accordée, mais dans le cadre de la cessation d'activité, ou en tout cas d'une perte d'activité, d'une perte de chiffre d'affaires jusqu'à 50%, il y a une prime de 1 500 €. Donc là, c'est pareil, c'est dans les réponses qu'on a apportées aux questions. Avec attention à la notion d'activité économique de l'association. Voilà, tout à fait. Après, ça veut dire qu'il faut quand même avoir une activité économique. Mais si c'est à ce sujet-là, mais c'est que sur le mois de mars, a priori pour le moment, mais sachant que ça va peut-être aussi évoluer, mais aucune idée là-dessus. En tout cas, il y a une réponse qui a été apportée dans la foire aux questions. Ok, parce qu'il y a eu quelques commentaires en lien avec la question. La perte de chiffre d'affaires de 1 500 €, et il y a Jérôme W qui dit le fonds de solidarité et l'aide est de 1 500 €. Oui, donc c'est bien la réponse qu'on a apportée, ouais, tout à fait. C'est la réponse apportée dans la foire aux questions, sachant que j'attire juste votre attention que pour l'instant cette aide, elle ne concerne que le mois de mars. Et elle est uniquement de 1 500 €, mais dans les différentes structures éligibles, c'est marqué les associations ayant une activité économique. Donc à voir que ce qu'on considère comme activité économique, est-ce que c'est soumis à l'impôt sur pour moi, ça serait plutôt les associations qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, donc qui ont une activité lucrative. Ok, merci. Une autre question de Valérie en lien avec une question précédente sur les 2 salariés qui sont sur le même secteur d'activité. Donc là, elle précise que ce sont 2 salariés, 2 administratifs du même secteur. Donc, est-ce donc possible d'en mettre un en activité partielle ou pas? Après, ça dépend des missions. Attends, il y a un complément. L'un est déjà en AT, mais pas celui sous cette convention. Je ne sais pas ce que c'est cette convention en fin de compte.
Convention GE-ASA, moi je connais pas non plus. Vincent, tu connais? Alors ça, les conventions, c'est les groupements d'employeurs, ça. Donc ça veut dire que Ouais. vos deux salariés ne sont pas, Valérie, sous la même, ne sont pas employés par le même organisme. C'est ça. Donc là, si il y en a un qui est en convention avec le groupement d'employeurs, c'est le groupement d'employeurs qui gère le salarié. Ok, on passe à la question suivante et puis s'il y a des besoins de précision, on attendra la réaction. Autre sujet, y a-t-il une aide prévue quand un tournoi national est annulé? Le bénéfice tiré de ce tournoi est essentiel pour le financement de l'emploi. Alors là-dessus, c'est typiquement un peu ça dépend de si le salarié, pour moi, a un impact sur l'organisation, si les finances de ce tournoi permettent de payer le salaire. Là, le dispositif de l'activité partielle prend tout son sens puisque des rentrées d'argent en moins et donc sollicitation de l'indemnité de l'État. Alors moi, dans ce cadre-là, j'avais pas compris dans ce sens-là. J'avais compris que la personne, elle serait peut-être mise en activité partielle, mais il demandait s'il n'y avait pas plus une aide fédérale. Enfin, Oui. c'est comme ça que je le percevais. Est-ce que c'est vraiment le sens de la question? Parce que c'est dans la foire aux questions, on l'a eu et j'y ai pas répondu parce que j'ai dit qu'on n'était pas concerné par ça. Pour moi, ça serait plutôt, est-ce qu'il y a si je comprends, hein, est-ce qu'il y a des mesures fédérales qui viendraient aider les clubs dont le tournoi n'aurait pas pu être tenu? Est-ce que c'est ça le sens de la question? On va attendre la réaction et en attendant, on passe à la dernière question qui est arrivée. Si le chômage partiel n'a pas été officiellement notifié aux salariés par une lettre, même si c'est quand même une réalité, est-il quand même possible de démarrer le chômage partiel au 16 mars? Alors oui, ça sera possible, sauf qu'il faut quand même que votre salarié n'ait pas travaillé depuis le 16 mars, puisque ça serait pas très honnête de l'avoir fait travailler les 15 derniers jours de mars et puis de demander une indemnité par rapport à ça. Lui, il le verra de toute façon sur sa fiche de paye, donc après, pour moi, ça dépend vraiment, même si ça n'a pas été notifié, c'est par écrit. Le point de départ, c'est de savoir à quel moment votre salarié a cessé ou a diminué son activité. Et à partir de là, ça vous donnera la date à laquelle vous pouvez le mettre en chômage partiel. De toute façon, comme dans les questions qui ont été dites tout à l'heure, hein, ça doit figurer dans les fiches de paye. Donc ces informations-là, il les aura aussi à disposition. Merci. Donc la question en lien avec les tournois, c'est effectivement par rapport à une aide fédérale, hein. Alors par rapport à l'aide fédérale, sachez simplement que aujourd'hui le conseil d'administration de la fédération est mobilisé par rapport à cette crise, aussi bien au niveau de la fédération elle-même, parce que si vous, les clubs, vous n'avez pas pu tenir vos tournois, nous, la fédération, il y a aussi de nombreuses conséquences financières à cette crise, même si aujourd'hui sur 31 salariés et on n'a que aujourd'hui 5 personnes qui sont en chômage partiel et encore qu'à 50%. Donc aujourd'hui, on arrive à maintenir une activité, mais malgré tout, on a des rentrées d'argent qui ne se font pas et qui ne se feront pas. Ça, on le sait d'ores et déjà. On a dû annuler les championnats de France. Les licences certaines licences vont plus rentrer d'ici la fin de saison. Donc en tout cas, la fédération s'attache à cette problématique aussi bien au niveau fédéral, mais sur l'ensemble des ligues, comités et clubs. Il y a des fonds de solidarité aussi qui vont être certainement mobilisés au niveau du mouvement sportif. Donc on est en train de suivre tout ce qui va se faire à ce sujet-là, et puis certainement que nous allons solliciter le territoire national. On ne sait pas encore comment pour voir quels ont été les impacts pour certains clubs, ligues ou comités en fonction justement de l'annulation des tournois ou d'autres choses qui se sont produites, et pour voir quels sont aujourd'hui, enfin ce qui serait possible de faire ou quelles sont les pertes et quels seraient les dispositifs auxquels on pourrait prétendre. Ok, merci. Il y a plus de réactions par rapport
à l'aide de 1500 € qui aura été attribuée pour des annulations d'événements sportifs, donc notamment pour les Masters d'Orléans, dit Philippe. Enfin une question, comment fait-on si cela n'apparaît pas sur les fiches de paye malgré notre notification au groupement d'employeurs qui gère les bulletins? Bah, là-dessus, c'est le groupement d'employeurs qui est gestionnaire, donc qui est responsable. Donc voilà, vous faites votre job, entre guillemets, de le prévenir, de le solliciter. Normalement, vous ne devriez pas avoir à faire ça, puisque vous payez un service pour gérer ces fiches de paye. C'est à eux de suivre un petit peu l'actualité, de se mettre à jour à ce niveau. Alors après, en complément, peut-être qu'ils ont eu le même souci que nous, c'est-à-dire que nous aujourd'hui notre logiciel, enfin au niveau de notre logiciel de paye, au niveau de l'éditeur, il y a eu du retard sur les mises à jour parce que ça demande beaucoup de paramétrage. Donc il y a certainement possibilité d'avoir une fiche de paye rectificative avec, une fois que le paramétrage aura bien été effectué, avec l'ensemble des informations correctes en lien avec cette activité partielle. Ensuite, on a, alors je sais pas si c'est une question ou une affirmation, parce qu'il n'y a pas de point à la fin. La prime de 1000 € peut être versée en plusieurs fois. Point d'interrogation ou affirmation, je sais pas. Je pense que c'est une affirmation, ça a l'air. Ok. Confirmation, oui, c'est une affirmation, a priori. Message de Nathalie, on peut demander une nouvelle fiche de paie. Oui, pardon. Enfin, je dirais oui, mais après, de toute façon, ça veut dire que, malgré tout, ça veut dire qu'il y a eu un maintien de salaire, puisque si vous éditez une nouvelle fiche de paye, là, de toute façon, le salaire a déjà été payé. Donc ça veut dire qu'il y a eu maintien de salaire. Donc pour moi, la paye peut être, en tout cas la fiche peut être refaite, mais ça ne changera pas le montant qui a été versé. Très bien. Bon, il n'y a plus de questions qui arrivent. Une dernière peut-être, sinon on va libérer Céline et Vincent. Il les remercier pour les réponses apportées et le travail fourni en si peu de temps. J'espère que vous aurez eu une majorité de réponses aux questions que vous vous êtes posées, et puis on vous donne rendez-vous pour soit un prochain webinaire derrière un écran ou, si possible, autour d'un terrain le plus rapidement possible. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.